Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va se laisser. Connectez-vous, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Chers parents, chers amis, chers frères. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. On va se laisser en même temps. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. C'est important. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, on va se laisser. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Aujourd'hui, je suis à la maison, donc on va faire un petit direct en plein jour. Voilà, donc connectez-vous, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. N'hésitez surtout pas à me donner mes étoiles en quitter ici. Donnez-moi mes étoiles en quitter ici. Donnez-moi mes étoiles en quitter ici. Le samouraï noir. Big up à vous. Monsieur le samouraï. Samouraï Mento. Donc connectez-vous, connectez-vous, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. On va quitter ici. Voilà, connectez-vous, on va quitter ici. Donnez-moi mes étoiles. Entraidons-nous vivants. Entraidons-nous vivants. Adelka, big up à vous. Bill Bauken, big up à vous. Réussite. Ditani, Serge Labasse. Big up à tous ceux qui sont en ligne. C'est très important. Big up à vous, big up à vous, big up à vous, big up à vous. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, on va se laisser. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Dodo, dodo, dodo. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Jack Doll. Je ne suis pas un petit, hein. Voilà, donc histoire de petit là, personne ne m'a jamais appelé petit, même depuis le pays. C'est l'incontournable, bien compris. C'est mon nom, c'est pas petit. Wad. Wad, c'est pas Didier, c'est Gege. D-J-E, D-J-E. Gege. Voilà, donc merci quand même à vous. Maître Wad. Firmin Mambo. Big up à vous, monsieur Firmin Mambo. Kader Hamid. Alors, donc, nous allons rentrer dans le but du sujet. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable gars complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir, c'est plein droit, El Padrino Camari des Oula Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler du cas ukrainien et de la Russie, ainsi que le monde occidental. C'est très important parce qu'on voit ça et là, que la Russie est faible, parce que les médias propagandistes occidentaux disent, et je cite, que l'Iran apporte son aide militaire à la Russie. Donc c'est une faiblesse de la Russie en tant que soi-disant deuxième puissance mondiale, et que son armée est très faible, son armée n'est pas bien organisée, ils ont des vieux matériels, ceci, cela. Et on attend des chansons en un point fini. Et beaucoup commencent à croire que cette propagande reflète réellement la réalité. Mais la réalité est autre. Est ailleurs. Et donc parlons de ces drones qui sont utilisés en Ukraine. Puisque l'objectif occidental, c'est de faire croire que la Russie ne dispose pas de telle technologie militaire pour pouvoir infliger des pertes colossales à l'OTAN et à l'Ukraine. Parce que c'est une humiliation pour eux en fait. Alors, je tiens à vous rassurer que les drones qui sont utilisés en ce moment en Ukraine, ce ne sont pas des drones iraniens. Je répète, ce ne sont pas des drones iraniens. Même avant que le ministère, le porte-parole du gouvernement russe ne démonte ce qui se disait plutôt sur les médias mainstream, moi j'avais déjà dit que les drones utilisés par l'armée russe ne sont pas des drones iraniens, ce sont des drones qui sont fabriqués dans une grande usine d'armement située à Saint-Pétersbourg. Et ce n'est pas le seul drone. Il y a plusieurs gammes de drones qui sont fabriqués. Il y a plusieurs gammes de drones. Certes,
ce drone utilisé en Ukraine ressemble réellement à des drones que dispose l'État iranien. Je n'en disconviens pas. Mais ce que les gens doivent savoir, ce sont des drones dont la licence a été achetée par la Russie. C'est-à-dire, les Iraniens ont transmis la technologie de ce drone aux Russes. Et ils n'ont pas attendu les opérations spéciales avant de transmettre la technologie de ce drone à la Russie. Parce qu'en matière de drone, la Russie était en retard. Est-ce que vous comprenez? La Russie, à un moment donné, avait collaboré avec Israël suite à la guerre de la Géorgie, entre la Russie et la Géorgie. Et Israël avait apporté son aide militaire aux Géorgiens en matière de drones et tout. Et l'armée russe, c'était nouveau pour elle, cette technologie de drone dont disposaient les Américains. Alors, suite à ça, il y a eu une très grande coopération entre la Russie et Israël pour avoir cette technologie parce que Israël aussi dispose d'une très bonne technologie en matière de drone. Il faudrait que les gens le sachent. Et donc, Israël avait coopéré avec la Russie pour la fabrication de certains drones sur le territoire russe. En dehors de ça, l'Iran aussi qui, lui, dispose d'une très grande technologie de drone, a aussi coopéré avec la Russie en matière de drones. Suite à ça, la Russie a décidé de fabriquer ses propres drones. Donc, des drones que la Russie fabrique sous licence iranienne. Il faudrait que les gens le sachent. Donc, c'est une technologie iranienne transmise à la Russie. Et la Russie maintenant fabrique ces drones. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est normal, ça se ressemble, mais ce ne sont pas les mêmes drones. L'Iran fabrique sa part, la Russie fabrique sa part. Donc, il faudrait que les gens fassent la part des choses. Les Russes aussi sont là à fabriquer des drones mâles. Comme le Raptor américain, les Russes aussi, ils sont là à fabriquer pour eux. Ils n'ont pas encore utilisé ça sur le terrain ukrainien. Mais ils disposent de drones mâles qu'eux-mêmes ils ont fabriqués. Cette technologie, c'est Israël qui avait transmis ça à la Russie. Donc, en matière de fabrication des drones mâles, les drones kamikazes, c'est une technologie iranienne. Donc, les gens doivent le savoir. Donc, la Russie dispose de plusieurs technologies de drones aujourd'hui où je vous parle. Et la Russie aussi a aussi fabriqué son drone de B, c'est-à-dire les gros drones de B-51, je ne sais pas, les gros drones qui sont comme les aigles et tout. La Russie aussi a fabriqué pour lui. On appelle ça le Sukhoi 70. Donc, la Russie a fabriqué aussi un énorme drone, mais la Russie n'utilise pas ce drone. Donc, ce drone est fabriqué pour être accompagné par le Sukhoi 57, le gros drone russe. Mais la Russie n'a pas encore utilisé toutes ces armes. Donc, ce sont des armes qui sont là-bas que la Russie n'utilise pas. Petit à petit, voyant la situation, la Russie fait sortir certaines armes pour accomplir certaines tâches. Elle n'utilise pas toutes ces armes. Elle utilise des armes qui sont nécessaires à utiliser parce que ça coûte cher quand même. Et donc, pourquoi au début, la Russie a utilisé des missiles, mais à un moment donné, elle a compris qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser des missiles en grand nombre, en grande quantité, s'il y a des drones qui peuvent faire le boulot à la place des missiles. Parce que la vraie guerre, si jamais il y a eu une guerre ouverte entre la Russie et l'OTAN, il faudrait que la Russie ait au moins une grande quantité d'armement, une grande réserve pour pouvoir résister face à l'OTAN. Et donc la Russie ne peut pas gaspiller tout son armement face à l'Ukraine. Il faudrait que les gens le sachent. Donc elle utilise des drones à bas prix qu'elle-même fabrique chez elle-même. Donc ce sont des drones qui n'ont rien à voir avec les drones iraniens, même si c'est une technologie iranienne, mais c'est la Russie maintenant qui fabrique. On appelle ça transfert de technologie. Il faudrait que les gens le sachent. Et les Africains devraient aussi penser à ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait du business chez toi, tu dois aussi demander le transfert de technologie. Les Turcs aussi ont demandé un transfert de technologie de la fabrication des missiles S-400. Ils ont demandé ça aux Russes. Et je pense que les Russes leur ont donné une partie de cette technologie de la fabrication des missiles S-400. Mais elle n'a pas tout donné. Et donc les Russes, les Turcs, plus leur propre connaissance, ils vont ajouter ça
avec la moitié de la technologie que les Russes leur ont donnée, ils vont fabriquer leur propre système de défense, semblable au S-400. La Russie a donné cette technologie à la Chine, la fabrication. Donc, vous comprenez, c'est une question de transfert de technologie. Donc, la Chine, vous voyez, les Chinois, ils fabriquent leur S-400, mais qui n'ont pas le même nom que les S-400 russes. Est-ce que vous comprenez? Et la Russie veut aussi transmettre cette technologie à l'Iran pour fabriquer aussi ses propres missiles de défense, parce qu'elle a déjà donné la technologie de la fabrication des missiles S-300 à l'Iran. C'est sur cette base que l'Iran fabrique ses propres systèmes de défense, semblables au S-300, sur le territoire iranien. Donc, ce que l'Iran fabrique, ce n'est plus la Russie qui va... Non, la Russie a transmis la technologie aux Iraniens. Les Iraniens, eux, maintenant, ils fabriquent pour eux-mêmes. C'est comme la bombe nucléaire. C'est l'URSS qui a donné cette technologie à la Corée du Nord. Maintenant, les Nord-Coréens, eux, là, ils fabriquent leurs bombes. Est-ce que c'est la Russie qui fabrique ça pour eux? Non. Eux, ils ont donné la technologie. Maintenant, c'est aux autres de faire ce qu'ils peuvent faire avec cette technologie. Et donc, Kim Jong-un, il fabrique ses missiles à tout va. Et il fait de ce qu'il veut de cette technologie. Le Pakistan, hein? C'est-à-dire le scientifique pakistanais qui travaillait en Angleterre, qui a transmis la technologie de la bombe nucléaire au Pakistan. Lui, il a donné. Le Pakistan a fait. Ils ont aussi donné cette technologie à l'Iran. Et c'est eux qui avaient aussi donné la technologie à la Libye. Kadhafi n'a pas voulu fabriquer. Les Iraniens, avec cette technologie, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et ce qu'on appelle les centres refugieuses et tous les centrales nucléaires en Iran, c'est la Russie qui a conçu ces centrales nucléaires. Je dis bien, c'est la Russie qui conçoit les centrales nucléaires. Parce qu'elle est leader numéro 1 du monde en matière du nucléaire. Il faudrait que les gens le sachent. Donc, elle a conçu ça en tant que des trucs civils. Maintenant, si les Iraniens veulent utiliser ça comme militaire, mais cette technologie, ils ont reçu ça de la part des Pakistanais. Et donc, c'est à eux de voir. Ce n'est pas la Russie qui leur donne la technologie du nucléaire. La Russie est en train de construire des centres refugieuses, des centrales nucléaires en Turquie. Donc, c'est civil. Maintenant, les Russes vont concevoir ça. Ils vont construire ça plus tôt. Maintenant, les Turcs aussi, eux, ils veulent maintenant transformer ça en centrale nucléaire, militaire, ça n'engage que eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, les drones utilisés par les Russes ne sont pas des drones iraniens. C'est une technologie iranienne, mais ce n'est pas l'Iran qui fabrique ça sur son territoire pour envoyer ça sur le territoire russe. Il faudrait que les gens le sachent. Ce sont des drones qui sont fabriqués sur le territoire russe. Même s'il y a certains collaborateurs iraniens qui travaillent avec des Russes sur le territoire russe dans une usine russe. Parce que n'oubliez pas, cette propagande disait hier que la Russie payait des missiles dans la mer des Nord-Coréens. C'était des mensonges. La Russie n'a jamais pris de missiles auprès de la Corée du Nord. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était des mensonges grossiers. La Corée du Nord avait certes proposé 100 000 soldats à la Russie pour aider la Russie a refusé. Elle n'a jamais accepté les 100 000 soldats nord-coréens. Elle n'a jamais acheté quoi que ce soit dans la mer de la Corée du Nord. L'objectif de l'Occident, c'est de faire comprendre au monde entier que l'armée russe est décadente, que la Russie ne peut pas tenir sans l'aide des autres pays, que ce n'est pas la deuxième puissance du monde. La Russie est mal organisée, la Russie n'a pas les équipements nécessaires pour pouvoir affronter l'Ukraine et que la petite armée ukrainienne est en train de ridiculiser l'armée russe, dit la grande puissance, la deuxième grande puissance du monde. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. En fait, il y a encore un autre truc caché. Les Américains, leur objectif, c'est de faire chuter le régime iranien. Le fait d'accuser l'Iran de fournir des drones à la Russie, c'est un argument des Américains. Puisque vous savez qu'il y a des manifestations en Iran, et que sans l'aide des Occidentaux, l'Amérique ne pourra jamais, je dis bien jamais, faire un changement de régime en Iran. Puisque l'Amérique a utilisé toutes ces sanctions qui sont à sa disposition
Et que, par rapport à ces différentes sanctions, l'Europe n'a pas encore suivi l'Amérique pour sanctionner aussi l'Iran, la République iranienne. L'objectif américain, c'est quoi? C'est d'utiliser cette histoire de guerre en Ukraine pour mêler l'Iran là-dedans. Puisqu'il y a eu une négociation en cours concernant le JCPOA, c'est-à-dire la loi qui registre pour dire que l'Iran n'a pas le droit de fabriquer des armes nucléaires. Ça est en cours. Et que l'Amérique elle-même a bafoué cette loi, a bafoué ses accords. Elle ne respecte plus aucun accord. Et donc l'Iran est sur le point de concevoir des armes nucléaires. L'Amérique étant tétanisée, ne sachant pas quoi faire parce qu'elle seule ne peut pas intervenir militairement sur l'Iran. Sinon, elle risque de se cacher, de se casser la gueule. Elle risque de se casser la bouche parce que l'Iran a des proxys tout autour. Donc, une guerre avec l'Iran, ça va dégénérer dans toute la région. C'est-à-dire, ça va arriver au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen. Et je ne sais, peut-être même les talibans vont se mêler là-dedans pour se venger contre les Américains. Et donc, du coup, ils comprennent la logique, ils comprennent la dangerosité d'une histoire d'opération sur le territoire iranien pour démanteler tous les sites nucléaires. Et ils savent que l'Iran ne sera pas seul et que l'Iran sera aidé par la Russie et la Chine. Donc, ils ont peur. Ils ne peuvent pas aussi demander à Israël d'intervenir militairement là-bas. Parce que si Israël intervient, ça risque de dégénérer. Et la puissance américaine risque de se casser la gueule. Est-ce que les Occidentaux vont suivre les Américains dans leur aventure? Rien n'est garanti. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour mêler l'Occident dans cette affaire de l'Iran? Puisqu'il y a des manifestations, les Américains ont exprimé clairement que leur objectif, c'est de faire chuter le régime iranien et de juger les hommes politiques iraniens qui sont au pouvoir en Iran, c'est-à-dire les moullards. Alors, sachant bel et bien qu'avec toutes ces sanctions américaines sur l'Iran, ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Et l'Iran avance à grands pas sur l'obtention de l'arme nucléaire. Alors, qu'est-ce que l'Amérique fait? Avec ces drones, ils sont conscients que ces drones ne viennent pas de l'Iran. Ils sont conscients. Mais ils ont accusé l'Iran d'être à l'origine de la fabrication de ces drones et d'avoir transmis ces drones à la Fédération de Russie. Ainsi, ils vont utiliser le Conseil de sécurité de l'ONU qui dit, il y a une loi au sein de l'ONU qui dit que quand deux pays sont en confrontation, aucun autre pays n'a le droit de soutenir le pays agresseur. Donc, en ce titre, ils demandent une sanction généralisée du Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, ils vont utiliser l'ONU et demander aux Européens que c'est une violation flagrante des lois du Conseil de sécurité. Et donc, il faut sanctionner l'Iran. Il faut sanctionner l'Iran pour affaiblir le régime iranien, puisqu'il y a des manifestations. Et donc, l'Amérique maintenant va utiliser ça pour mettre la pression sur les Européens, afin que les Européens rentrent derrière les Américains pour aussi sanctionner les Iraniens, puisque les Américains, eux seuls, ils n'y parviennent pas. Donc, il faut mettre les Européens à dos pour sanctionner aussi l'Iran. Et c'est ça leur objectif. Et donc, ils ont trouvé bon de dire l'Iran a fourni des drones à la Russie, l'Iran a fourni des drones à la Russie. Et suite à ça, ils vont sanctionner l'Iran et faire chuter le régime. Une fois le régime chuté, ils vont mettre un toutou, une marionnette là-bas, qui va se soumettre aux dictats américains pour démanteler tout ce qui est nucléaire, désarmer l'Iran totalement pour que l'Iran soit au même niveau que les pays comme la Syrie et l'Irak, qui va être un pays non armé, qui ne va pas faire peur aux Américains, et si bon leur semble, piller le pays, et tout. Ou bien si ce pays veut se réarmer, ils vont intervenir immédiatement, militairement parlant, pour
mettre fin à quoi que ce soit. Donc, c'est ça leur objectif. Donc, n'écoutez pas leur propagande qu'ils mènent matin, midi et soir. N'écoutez pas leur propagande. N'écoutez pas leur propagande. Donc, je pense que je suis clair, j'ai bien expliqué ce qui se passait. Ensuite, les Européens disent que la Russie est faible parce que l'Iran est derrière la Russie. En tant que deuxième puissance mondiale, c'est une honte. Voilà ce qu'ils disent. Mais ces mêmes Européens, l'Iran même n'aide pas la Russie. Mais supposons que l'Iran aidait la Russie. Où est la honte dans ça? Parce que eux-mêmes qui se disent qu'ils ont la meilleure technologie du monde et que leur organisation criminelle appelée l'OTAN est la plus grande organisation militaire, la plus puissante au monde, et que aucun pays ne peut résister à cette organisation, et que l'Amérique serait la grande puissance, la première puissance militaire du monde, et qu'il n'y a aucun autre pays capable de faire face à l'Amérique. Bon, on va sur cette base. Bon, on constate que la première puissance du monde soutient l'Ukraine avant même les opérations spéciales. Depuis 2000, avant même, depuis que l'URSS a été démantelée, l'Amérique et l'Europe ont toujours soutenu l'Ukraine. Jusqu'à même, ils sont allés faire coup d'État en Ukraine en 2014. Suite à ça, ils ont formé l'armée ukrainienne. Ils ont donné des armes. Avant même le début des opérations spéciales, le 24 février, il y avait des milliers d'avions qui partaient avec des matériels militaires de guerre au sein des trucs de l'Ukraine. Ou bien vous n'avez pas vu ça? Des matériels militaires de guerre, quand la Russie disait mais arrêtez de surarmer l'Ukraine, qui les écoutait? Ils ont armé l'Ukraine, ils ont envoyé des trucs, des formateurs, leurs forces spéciales pour donner des formations. Donc, après le déclenchement des hostilités, ils ont toujours continué à soutenir l'Ukraine. Et l'Amérique, seule ne peut pas. L'Amérique, on dit première puissance du monde, et qu'aucun pays ne peut faire face à l'Amérique, l'Amérique a été obligée d'entraîner toute l'Europe dans ça. Parce qu'elle seule, elle ne pouvait pas. Donc, elle demande, même jusqu'à présent, elle met toujours la pression sur les Européens d'aider massivement les Ukrainiens à combattre la Russie. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi une honte pour soi-disant la première puissance mondiale qui allait dire, bon, moi j'aide déjà l'Ukraine, je n'ai pas besoin des Européens. Et que mon aide seulement là suffit pour mettre en déroute l'armée russe qui, elle est mal structurée, elle est incapable, elle a les vieux trucs matériels, ceci, cela. L'Amérique pouvait prendre cet engagement, mais elle seule, elle fait. Et puis elle dit aux Européens, mais vous aussi faites. Aidons l'Ukraine, faisons tout. Donc ça veut dire que leur première puissance mondiale est incapable, elle seule, d'aider l'Ukraine et chasser l'armée russe du territoire ukrainien. Ça, c'est une observation. Et c'est un fait. Bon, si l'armée russe était décadente, comme ils le disent, et que avec soi-disant l'aide de l'armée iranienne envers l'armée russe serait une honte, hein, pour l'humanité, car sans l'aide de l'Iran, elle n'est rien. Bon. Les Européens aussi devraient avoir eu une honte pour dire, mais parmi nos différents pays de l'OTAN, là, quel pays, je dis bien, parmi tous nos pays membres de l'OTAN, en commençant par l'Amérique, la France, l'Angleterre, la Pologne, comment on appelle ça, la Belgique, hein, le pays, comment on appelle ça, le Danemark, la Hollande, et j'en passe, le Canada. Quel est le pays parmi eux qui peut faire ce que l'armée russe est en train de faire? C'est-à-dire affronter l'OTAN tout entière, qui apporte une aide militaire colossale avec des milliards, des mercenaires, des renseignements sur tous les fronts, face à un pays
faisant partie de l'OTAN, ou bien qui va sortir pour dire, bon, moi j'affronte en Ukraine, et que tous les membres, tous les pays membres de l'OTAN apportent un grand soutien à l'Ukraine, et que moi seul, je puisse tenir face à cette aide, il n'y a aucun pays, même la France ne peut pas tenir. C'est-à-dire, si la France affrontait l'Ukraine, et que la France ne faisait pas partie de l'OTAN, et que les autres pays membres de l'OTAN, eux tous, ils font coalition pour aider l'Ukraine, apporter tout ce qu'ils apportent à l'Ukraine, est-ce que vous pensez que l'armée française puisse tenir pendant 2 mois? Non, c'est impossible. Elle ne peut même pas tenir pendant 2 mois. Elle allait prendre une grosse claque, une vraie déroute pour fuir. Ceux qui disent que l'armée américaine, c'est une armada, une armée puissante. Mais l'armée américaine a déjà affronté quel pays qui est puissant comme l'Ukraine et qui a reçu une aide militaire de la manière dont l'Ukraine reçoit une aide militaire d'un grand nombre de pays du monde. Quel pays l'Amérique a une fois affronté qui a reçu une telle aide militaire? Dites-moi le nom d'un seul pays pour que je puisse vous dire que l'Amérique est vraiment une puissance mondiale, une première puissance militaire. L'Irak n'avait pas reçu une telle aide. La Libye non plus. Comment on appelle ça? La Somalie non. Le Japon n'avait pas reçu d'aide militaire d'un pays quelconque. Les Japonais, ils étaient livrés à eux seuls. Et l'Amérique, on n'a pas pu battre les Japonais. Il a fallu les armes nucléaires pour les battre. C'est une vérité. Il a fallu l'aide, les armes nucléaires pour battre le Japon. Sinon, le Japon refusait de capituler, le Japon se battait jusqu'au bout. Eux-mêmes, ils voyaient que non, c'était plus possible. Ils ont dit, bon, il faut larguer 2 bombes atomiques pour mettre fin à la guerre. Sinon, ils ne pouvaient rien faire. Ils ne savaient plus quoi faire. Ça, c'est un premier cas. La guerre du Vietnam. Au Vietnam, c'était seulement les Soviétiques qui aidaient les Vietnamiens. En dehors de l'URSS, il n'y avait aucun autre pays qui aidait le Vietnam. Et suite à ça, le Vietnam a battu l'Amérique. C'est un fait. Mais l'Amérique, on n'était pas seul. Elle était avec l'Angleterre au Vietnam. C'était 2 pays qui sont allés là-bas. Mais avec l'aide de l'URSS, l'Amérique et l'Angleterre ont été battus au Vietnam. Ils ont fui. L'Afghanistan. Je prends le cas de l'Afghanistan. L'Amérique n'est pas allée là-bas seule. Elle allait là-bas, elle autant. Mais ils ont fui la queue entre les jambes. Jusqu'à même les gens s'accrochaient sur leurs avions, ils tombaient, ils ont abandonné le gouvernement afghan. Sauf qui peut. Les talibans, portant des babouches, les ont matés comme ils se devaient. Ils n'ont pas pu gagner. Aujourd'hui, les talibans sont au pouvoir. Ceux qu'ils avaient combattu pour dire qu'il ne faut pas, ils vont venir au pouvoir et qu'ils étaient des criminels. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas une honte pour l'Amérique? Non, il ne parle jamais de ça. Est-ce que l'Amérique a déjà livré une guerre sans aucune aide d'un pays quelconque? Parce que le Japon, là, l'Amérique était aidée par l'Australie et l'Angleterre. Je tiens à vous le souligner. L'Amérique n'est pas là-bas, elle n'est pas partie seule. Hein. Toujours quand les Américains vont en mission, c'est-à-dire en guerre, ils sont accompagnés par leurs alliés. Ils ne vont jamais seuls. Donc un pays qui est incapable d'affronter un autre pays seul, on ne peut pas vanter sa supériorité militaire. On ne peut pas dire que c'est un pays qui est puissant. Non. Dès lors que tu es incapable de mener une opération militaire tout seul, et que tu as besoin d'une aide de tes alliés, à chaque fois que tu vas, c'est que c'est un problème. Les Américains n'ont jamais pu faire quoi que ce soit sans l'aide occidentale. Je tiens à vous le dire. Même face à Kadhafi, ils ont été obligés de prendre l'OTAN. Est-ce que ce n'est pas une honte pour les pays soi-disant puissants de l'OTAN? Mais non, ce n'est pas. Mais Kadhafi n'était pas aidé. Hein. Mais une grande coalition face à Kadhafi, ils n'ont pas fait tomber Kadhafi en un mois. Kadhafi a résisté pendant des mois. Est-ce que vous comprenez? Même à la Serbie, la guerre de la Serbie, l'Amérique n'est pas partie là-bas seule. Ils avaient peur. Ils ont demandé aux Européens, aidez-nous.
c'est l'OTAN qui est parti encore. C'est-à-dire plusieurs pays qui se sont réunis pour déclencher une guerre face à la Serbie, petite Serbie. Là. La première soi-disant puissance mondiale était incapable d'affronter la Serbie. Elle était obligée de former une coalition pour aller. Donc, à un moment donné, les Occidentaux doivent revoir leur narratif. Oh, la Russie, ceci, mais ce que l'armée russe fait là, quelle armée occidentale capable de le faire? C'est la question. Si ils ont pu répondre à cette question, on pourra parler. Mais à chaque fois qu'ils parlent l'OTAN là, c'est une coalition de plusieurs pays. Donc, ne parlez pas au nom de l'OTAN. Parlez au nom de vos propres pays et leurs moyens militaires. Parce que quand l'OTAN, comme si l'OTAN était un pays unique. Hein? Mais non, l'OTAN c'est une coalition de pays, de plusieurs empires qui ont fait un bloc qui affrontent la Russie, plus l'Ukraine. Donc, on peut se poser la question si réellement ils ont des neurones dans leur tête, s'ils réfléchissent. Parce que des gens qui réfléchissent, ils doivent dire, ah mais vraiment la Russie est puissante. Vraiment la Russie est puissante. Parce que imaginons la coalition dans laquelle ils sont. Leur coalition qui apporte cette aide colossale à l'Ukraine. Ils fournissent des hommes, ils fournissent de l'argent, ils fournissent des matériels militaires, ils fournissent des radars, ils fournissent des satellites à l'Ukraine. Tout ce que vous pouvez imaginer. Que ce soit la diplomatie. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, on va affaiblir l'armée russe. Qui a pris les sanctions? Est-ce que c'est l'Ukraine qui a sanctionné la Russie ou bien ce sont les pays membres de l'OTAN? Mais ce sont les pays membres de l'OTAN qui ont décidé de sanctionner la Russie sur le plan international. Donc c'est une autre guerre qu'ils ont déclarée à la Russie. En dehors de la guerre militaire, ils ont déclenché une autre guerre. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas en guerre. Ils sont en guerre. Mais face à la Russie, elle seule, elle résiste. On dit non, le PIB équivaut au PIB de l'État italien ou espagnol. Mais, malgré leur coalition qu'ils ont fait pour déclencher une guerre massive économique contre la Russie résiste. Dites-moi, quel pays membre de l'OTAN qui peut supporter ça? Ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire la guerre totale qu'ils ont déclenchée contre la Russie. Qui? L'Allemagne même ne peut pas supporter. L'Allemagne, qu'on dit première puissance économique européenne, ne peut pas. C'est-à-dire sur tous ces pays, l'Amérique, plus sur tous les autres pays membres de l'Europe, déclenchent une guerre totale économique contre l'Allemagne, l'Allemagne va sombrer. En moins de 2-3 mois, l'Allemagne tombe. Il y aura une révolution totale au sein de l'Allemagne. Il ne peut pas résister. Supposons que l'Amérique, la plus grande économie du monde, toute l'Europe, je dis bien toute l'Europe, la Russie, ils s'attendent et puis ils déclenchent une guerre totale économique face à l'Amérique. Vous pensez que les Américains peuvent tenir? Est-ce que les Américains peuvent tenir? Même ce n'est pas l'Europe seulement. Il y a la Corée du Sud, il y a le Japon qui s'est mis dans la danse. Imaginons que le Japon, la Corée du Sud, toute l'Europe, plus la Russie se mettent ensemble pour déclencher une guerre économique totale face à l'Amérique. Vous pensez que l'Empire américain ne va pas s'effondrer? Oui, l'Empire américain va s'effondrer. C'est-à-dire, il y a des États américains au sein des 52 États qui vont demander leur indépendance immédiatement. Parce qu'ils vont ressentir la douleur. Et ils vont dire non, on ne veut plus utiliser le dollar, on boycotte le dollar, on boycotte le système SWIFT. On ne veut plus faire de business avec l'Amérique. Vous pensez que l'Amérique ne va pas sombrer? Oui, l'Amérique va sombrer. Mais pourquoi la Russie ne sombre pas? Pourquoi là? Parce qu'ils ont boycotté. Ils ont dit il ne faut plus la Russie va utiliser le dollar, il ne faut plus la Russie va utiliser l'euro, il ne faut plus la Russie va utiliser le système SWIFT. Ils ne veulent plus acheter quoi que ce soit dans la main des Russes. Ils ne veulent plus rien faire du tout avec les Russes au nom de la guerre de l'Ukraine. Bon, en dehors de ça, on apporte une aide militaire massive à l'Ukraine pour combattre la Russie. L'objectif, c'est de combattre la Russie. Et donc, ils ne peuvent pas nous dire que la Russie est faible. Donc, en boycottant la Russie est seule et elle fait face à un fait majeur, c'est-à-dire la technologie. Elle doit maintenant lutter, elle seule, pour certaines technologies qu'elle n'a pas. Elle doit remplir les conditions.
Même les avions civils, c'était des avions Boeing et trucs que la Russie utilisait. Elle était obligée de ne plus utiliser ces avions parce que les Européens leur ont dit n'utilisez plus nos avions. Donc la Russie était obligée de concevoir ses propres avions. Superjet en Sukhoi. Et ils ont fait le premier avion qu'ils ont fait voler, ça marche. Donc un avion civil. En 2023, ils vont produire une grande masse. Objectif pour produire au moins 500 avions. D'ici 2030, ils doivent produire au moins 5, non, d'ici 2025, ils doivent produire au moins 500 avions civils. Et ça va débuter en 2003, en 2023. Donc voici un peu. Et c'est 100% russe parce qu'il n'y a pas de technologie occidentale. Donc c'est un défi pour la Russie. Est-ce que les États occidentaux peuvent le faire? Imaginons qu'un État occidental, tous les pays membres de l'Union européenne, l'Amérique, ainsi que d'autres pays qui ne font pas partie de l'UE, demandent à cet État de ne plus utiliser sa technologie. Est-ce qu'ils peuvent? Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Même l'Allemagne utilise la technologie de certains États. Est-ce que si on demande aux Allemands de ne plus utiliser la technologie de certains États, est-ce que l'Allemagne peut tenir? Elle ne peut pas tenir. Donc la Russie est un grand pays, est une grande puissance. Ce que les gens vous font croire, ce sont des mensonges. Ça fait 7 mois que la Russie tient. Avez-vous attendu une manifestation au sein de la Russie pour dire oui, la pauvreté est galopante, tout ne va plus bien, tout s'effondre en Russie? Ils résistent. Mais en Europe, eux qui ne subissent pas de sanctions, qui eux ils sanctionnent, ici là, il y a des manifestations parce que le peuple européen ressent l'inflation, tout augmente, ça ne va pas du tout. Imaginons, eux qui ne sont pas sanctionnés là, ils ressentent la douleur. Maintenant, imaginons si c'est eux qui étaient sanctionnés par le reste d'un grand nombre de pays. Comment ils allaient vivre la chose? Donc, laissez ces gens-là dire n'importe quoi. La Russie n'est pas faible militairement parlant. Parce que avoir l'aide de qui que ce soit, si c'est une faiblesse, c'est que l'Ukraine a été faible depuis le début. Avant même le début des opérations spéciales, l'Ukraine était déjà faible. Parce que sans l'aide occidentale, l'Ukraine ne peut pas tenir. Il faudrait que les gens le comprennent. Tout l'armement ukrainien a été démoli, détruit par l'armée russe. Est-ce que je mens? Oui ou non? J'ai dit, tout l'armement dont possédait l'Ukraine a été détruit. Mais l'Ukraine se bat avec quoi? Ce sont des armes occidentales. Si c'était les armes uniquement ukrainiennes, mais il y a longtemps, Zelensky serait déjà à Washington en train de manger un burger. Parce que il n'allait plus rester en Ukraine. Il n'allait plus rester en Ukraine. Vous comprenez? Donc, c'est un fait. C'est une vérité absolue. C'est un fait, c'est une vérité absolue. Donc, l'Ukraine résiste parce qu'elle est aidée par toute une coalition de plus de 40 pays du jamais vu dans le monde. Même les Américains n'ont jamais fait face à une telle coalition qui fait un bloc pour aider un pays attaqué par les États-Unis. Pour que l'Amérique puisse dire, bon, nous sommes puissants, on va résister, on va aller jusqu'au bout. Les Américains n'ont jamais affronté une telle coalition. C'est la première fois depuis le monde a été créé qu'une telle coalition fait bloc derrière un pays pour dire, on va vous aider pour faire face à une autre armée. Mais malgré cela, l'autre armée occupe quand même 20% du territoire. Donc, on peut aller sur cette base pour dire la Russie n'est pas un petit pays. Elle est dedans, maman est dedans. Va. Viens. Viens. Excusez-moi. Viens. Viens, Mimi. Viens, viens. Donc, voilà un peu. Voilà un peu la vérité. Donc, ne vous inquiétez pas.
les choses vont aller bien. Les gens ont dit que la Russie évacuait la population de Kherson et que c'était une panique totale de l'armée russe. Voilà comment, c'est-à-dire la propagande occidentale a atteint son prochain, a atteint son summum, a atteint le plafond. Évacuer les civils, c'est un problème. Le problème ici, c'est que... Viens. Viens. Viens lever caca. Je viens, excusez-moi, une minute. On va stopper pendant 5 minutes. On ne coupe pas, hein, on va continuer le direct. Donc, excusez-moi, attendez-moi juste 5 minutes. Et on va continuer. Donc, voilà. On peut continuer. On peut continuer. Donc, la Russie a décidé d'évacuer les civils. Parce que, qu'est-ce qui se joue à Kherson? En fait, il y a les élections de mi-mandat aux États-Unis. Et ces élections, Joe Biden veut gagner. Parce que les Américains ont apporté beaucoup de soutien aux Ukrainiens. Que ce soit en termes de milliards. Donc, chaque fois, Joe Biden demande à la Chambre des parlementaires de voter un budget pour donner à l'Ukraine. Chaque fois, il demande des milliards de dollars pour apporter l'aide militaire à l'Ukraine. Chaque fois, il demande des milliards de dollars pour apporter une aide militaire à l'Ukraine parce qu'ils sont convaincus que l'Ukraine va gagner, va gagner, va gagner. L'Amérique a envoyé beaucoup d'armes, jusqu'à eux-mêmes, leurs propres réserves, ils prennent des dents pour donner aux Ukrainiens. Suite à ça, il y a une élection de mi-mandat. Donc, ceux qu'on appelle les députés ici, là, chez eux, là, ce sont, comment on les appelle même aux États-Unis? Comment on les appelle? Ceux qu'on appelle députés chez nous, dans nos différents pays. Leurs députés aux États-Unis, là-bas, ils vont demander des comptes à Joe Biden pour dire l'aide que tu as envoyée aux Ukrainiens, là. Où est le résultat? Où est le résultat de tout ce qu'on a donné aux Ukrainiens? C'est-à-dire tous ces milliards, toutes ces armes, le soutien de l'OTAN à l'Ukraine. Voilà, les sénateurs, ils vont demander des comptes à Joe Biden. Parce que pour gagner là-bas, au sein du Sénat ou bien quoi là, américain là, il faudrait qu'il y ait un résultat concret pour que Joe Biden puisse battre campagne pour dire, grâce à nos aides, les Ukrainiens ont pu reprendre une région stratégique qui va permettre à l'Ukraine de lancer son offensive sur la Crimée et libérer. Et donc, ils ont besoin d'une victoire. Qu'est-ce qui se passe? Avec la mobilisation générale ukrainienne, avec des soldats ukrainiens formés dans les pays membres de l'OTAN, avec certains mercenaires des pays membres de l'OTAN et des forces spéciales de l'OTAN, ils sont partis nombreux en Ukraine. Objectif, lancer une grande offensive sur Kherson. Prendre Kherson avant les élections de mi-mandat aux États-Unis pour permettre à Joe Biden de gagner les élections. Et donc, pour qu'il puisse avoir beaucoup de sénateurs, plus que le camp de Donald Trump. Parce qu'il est inquiet que si c'est le camp de Donald Trump qui gagne, l'Ukraine ne puisse plus avoir l'aide militaire qu'elle recevait cette Ukraine-là de la part des Américains. Et que la Russie gagne. Et ça sera une défaite totale de l'OTAN. Et donc, du coup, Joe Biden a peur. Qu'est-ce qu'il a demandé aux pays membres de l'UE? Il leur a demandé d'envoyer des armes massivement en Ukraine. D'envoyer tous ceux qu'ils ont formés,
comme militaire ukrainien et d'envoyer certaines forces spéciales pour soutenir les forces ukrainiennes afin de lancer une opération, c'est-à-dire une attaque de grande envergure sur Kherson. La Russie, ayant les informations, j'ai appris que l'Ukraine veut mobiliser 100 000 hommes. 100 000 hommes pour lancer une offensive de grande envergure sur Kherson, c'est-à-dire prendre objectif pour prendre la ville de Kherson. Donc 100 000 soldats ukrainiens. Non seulement parce qu'ils ne sont pas assez, mais pour Kherson, ils sont prêts à tout. Donc 100 000 soldats ukrainiens mélangés avec ce que vous pouvez connaître, les mercenaires de l'OTAN et tout. Avec toutes les armes de l'OTAN. Et l'Amérique a promis d'apporter assistance à l'Ukraine sur ces faits-là. Pourquoi ils le font? Permettre à Joe Biden de gagner les élections et éviter qu'à partir de Kherson, la Russie lance une contre-offensive sur la ville de la région de Nikolaev et prendre Odessa. Donc il y a deux trucs. Donc en prenant Kherson, ça permet à Joe Biden de gagner les élections, mais ça permet aux Occidentaux de protéger Odessa et Nikolaev. Donc, voici un peu l'objectif. Donc, les Russes ayant les informations, ils savent que cette bataille-là, ça peut provoquer la mort de beaucoup de civils. Parce que c'est missiles contre missiles qui seront lancés. Et les civils risquent de payer cher. Donc, pour les protéger, la Fédération de Russie a décidé d'évacuer les civils de Kherson pour laisser la place à l'armée russe d'utiliser tous ses moyens pour mater l'offensive ukrainienne qui sera au nombre de 100 000 soldats. Et donc, en ce moment-là, les civils sont en train d'être évacués pour laisser le champ libre à l'armée russe d'utiliser tous ses moyens, que ce soit les bombardiers, les missiles, lance-flammes, tout ce que la Russie a pour mater ces 100 000 soldats. Donc, si la Russie mate ces 100 000 soldats, elle va aussi profiter pour lancer une contre-offensive sur Nikolaev. Voilà ce que les Russes ont décidé. Donc, ça y est en cours. Et les préparatifs se passent. Donc, Kherson sera une zone fortifiée pour anéantir une grande partie de l'armée ukrainienne et une grande partie des matériels de l'OTAN. Donc voilà pourquoi l'armée russe évacue les civils. Ce n'est pas une panique, ça n'a rien à voir avec une faiblesse, mais pour protéger les civils et laisser le champ libre. Parce que quand il y a les civils dans une zone dont ces civils sont vos concitoyens, vous ne pouvez pas mieux combattre. Parce que les armes que vous allez utiliser, ça risque de les tuer. Donc vous n'allez pas tuer vos propres populations. Voilà pourquoi ils les évacuent. Pour attendre l'armée ukrainienne et mener la bataille finale. Pendant cette bataille, il y aura des contre-offensives russes sur Kiev et Kharkiv. Donc la Russie aussi prépare d'autres offensives. Donc ils attendent à ce que l'Ukraine lance sa contre-offensive sur Kherson avec toutes ses forces. Et suite à ça, les Russes, en ce moment, ils envoient des matériels sur Kherson. Ils ont même renforcé Kherson avec leur meilleure unité et tout. Donc, les Russes aussi ont mis des soldats vers Kharkiv. Ils s'apprêtent à lancer une opération aussi. Et sur Kiev. Donc, on attend, ils attendent. Dès que l'Ukraine déclenche les offensives, eux aussi, ils vont déclencher. Et donc, voilà, c'est ce qu'on attend. Mais ça sera soit la fin de ce mois ou bien début du mois prochain. Sur ce, on se laisse. Passez une très bonne journée. Ciao.